On a dit beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, je pose toujours plein de questions. Donc, Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu m'as fait une visite qui a duré 1h30 quand même, des 6 modules avant. Et donc je ne sais passionnant. plus ce que je dis, est-ce que je ne, voilà, si je me répète ou non. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, tu es chef de projet Nanomusée pour La Rochelle Université. Là, on est dans les locaux du centre social et culturel de La Palisse, j'imagine, du quartier de La Palisse qui s'appelle Vendésil, où l'exposition Nanomusée a été installée, je ne sais pas quand, récemment, là. Oui, ça fait à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Et on est sur un centre socio-culturel qui est à l'articulation de plusieurs quartiers, donc Port-Neuf, La Palisse, ouais, donc de différents quartiers. Qui est l'équivalent de la fabrique du lien social Christiane Faure qu'on est allé voir il n'y a pas très longtemps pour des balades et blabla. Et qui va accueillir le Nanomusée au mois de septembre dans ses nouveaux locaux. Ah, voilà. On fait les liens chez les parents, on fait les liens. Donc le Nanomusée quand même est au cœur de ce petit reportage qu'on fait aujourd'hui. Nanomusée, qu'est-ce que c'est? Alors nano, j'imagine que c'est cette unité de mesure qui doit être le millionième ou le 10 millionième d'un centimètre. Tu me diras précisément. C'est quoi? C'est un musée modulable, itinérant. Est-ce que c'est le plus petit musée du monde, le Nanomusée? Non, ça n'a pas un objectif aussi ambitieux, mais l'idée, oui, du nanomusée, c'était vraiment comment dire, de provoquer déjà le questionnement, qu'est-ce qu'un nanomusée, et puis ensuite, effectivement, ça fait référence à une unité de mesure qui est vraiment extrêmement petite, et l'idée, c'était de mettre en avant l'aspect itinérant, la facilité de déplacement du musée, dont l'objectif est d'aller vers les territoires et d'aller plus particulièrement dans les zones où il y a peu d'offres culturelles, soit parce qu'elles sont éloignées géographiquement, soit parce qu'elles sont éloignées socialement de ces offres culturelles, et surtout des offres culturelles de culture scientifique. Et donc on est sur un petit musée, et puis sur des modules, donc effectivement on va pouvoir l'adapter en fonction de la taille des espaces qui l'accueillent. Donc là, on a un petit peu parlé de sa forme, et là, je sens que les gens trépignent, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nano-musée? On a compris qu'il y avait un petit peu des histoires de science. On peut voir derrière cet oiseau dont tu nous révéleras l'identité au cours de l'interview. Il y a peut-être un peu d'artistique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nano-musée, Valérie? Eh bien, il y a effectivement un peu de science, beaucoup de science, et de l'art aussi, puisque l'idée, c'était vraiment d'avoir un dialogue entre des artistes et des chercheurs de La Rochelle Université, et que de ce dialogue puisse émerger donc ces modules du nanomusée. Donc là, on en a un qui est derrière nous, qui est le module Albatros, qui est issu du dialogue entre deux artistes, Mawad et Laurier, donc, et des chercheurs du centre d'études biologiques de Chizé, donc du CEBC, et qui donne à voir la beauté du grand albatros, qui est un oiseau d'une envergure impressionnante, donc qui est en taille réelle sur cet origami en papier, et qui est un oiseau qui vit dans les terres antarctiques et australes françaises, dans les TAF, plus précisément sur l'île Crozet, et dont on peut évoquer tous les superlatifs qui sont inhérents en fait au comportement de cette espèce, grâce à cette sculpture impressionnante qui va émerveiller le public, et qui permettra ensuite de parler un peu plus précisément des études menées par l'équipe du CEBC. Alors on va reparler de cet albatros, parce que là il est gigantesque, en plus il est fait d'une manière, tu vas nous raconter, mais pour bien refaire un focus sur le musée, donc c'est 6 thématiques, 6 modules qui ont
qui sont à la confluence du scientifique et de l'artistique et qui ont une autre particularité, c'est qu'ils parlent de développement durable et qu'ils étudient des sujets qui ont trait au territoire rochelais. Et c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelait LUDI à La Rochelle Université, littoral urbain, durable et intelligent. Donc on est vraiment effectivement sur, on va dire, la colonne vertébrale un petit peu des recherches qui sont menées à La Rochelle Université. Et donc on est effectivement sur des thématiques de l'Institut LUDI et donc qui portent à la fois sur des enjeux environnementaux en lien avec les zones littorales. Donc là, on n'est pas sur un territoire local puisque le Grand Albatros est situé, vit dans l'île de Crozet, donc on est vraiment très très loin du territoire rochelais, mais on est quand même sur une espèce qui est vraiment une espèce marine et qui va être impactée par les changements climatiques, le réchauffement climatique, l'impact que ça peut avoir aussi sur les vents et sur justement ces déplacements. Et donc on va pouvoir aussi parler de ces impacts à travers une œuvre d'art qui est effectivement imposante, puisque là on a une taille réelle, donc avec une sculpture dont l'envergure fait à peu près 3 mètres, l'envergure du Grand Albatros ou Albatros hurleur dont il est question sur ce module. Et qui est fait en origami. Et qui est fait en technique origami, en tout cas une sculpture de pliage de papier, avec un socle, avec une installation lumineuse qui rappelle le rôle de sentinelle de la mer du Grand Albatros. Voilà. Et sans dévoiler toutes les informations de ce petit module, les gens viendront voir où qu'il se trouve, parce qu'ils se déplacent et on va en reparler. Quelles sont les 2-3 grandes informations qu'on pourrait divulguer comme ça aux gens à propos de l'Albatros, qui sont un peu étonnantes, qui toi t'aurais étonné quand tu les as apprises? C'est un animal déjà qui a une longévité vraiment importante, qui vit jusqu'à 75 ans. C'est le plus gros oiseau volant au monde. C'est un oiseau aussi qui passe la grande majorité de sa vie en mer, donc plus de 80% de sa vie en mer. Et c'est un oiseau aussi qui a une population qui est assez fragile, puisque c'est un oiseau qui a un taux de reproduction qui est assez faible et qui est impacté aussi par des pratiques de pêche telles que la pêche à la palangre, qui a un impact en fait sur la mortalité de ces populations. Donc c'est vraiment des études qui sont tout à fait passionnantes, avec des chercheurs aussi qui vont sur le terrain, puisque les chercheurs vont régulièrement passer des mois sur ces îles pour pouvoir étudier en direct les populations de grands albatros et d'autres animaux comme les éléphants de mer qu'ils étudient aussi dans ce laboratoire. Je ne sais pas si on l'a dit, donc en origami ça on l'a dit, mais que cette maquette a été à l'échelle. Oui, taille réelle. Ouais. Impressionnant. Ouais. Et moi je retiens, parce que j'ai fait un petit tour avant de lancer cette interview, que il passait 80% de son temps aussi dans les airs. Donc 80% de sa vie sans toucher de terre. Donc alors il peut se poser sur la mer, mais en tout cas on est vraiment sur un oiseau qui va peu se poser et quand il va se reproduire, en fait il va se reproduire dans son île natale, donc l'île Crozet. Il va avoir aussi un partenaire, il est monogame, donc il va avoir un partenaire pour la vie et il va revenir sur l'île pour retrouver son partenaire et il va faire des parades très impressionnantes et très bruyantes, ce qui lui vaut le nom d'Albatros hurleur, puisqu'il a un cri très particulier lorsqu'il essaie d'identifier en fait son ou sa partenaire au moment des parades de retrouvailles en fait. Et l'info que je voulais amener avec ce temps de 80% loin des terres, info que tu avais déjà donnée, c'est qu'en fait s'il peut le faire, c'est parce qu'il passe une bonne partie du temps en fait à planer. Ouais. Donc c'est un expert du vent qui va pouvoir économiser son énergie en planant, donc en utilisant justement les vents, et ce qui permet aussi de pouvoir faire plusieurs fois l'équivalent du tour de la Terre en une année, puisqu'en fait il économise son énergie, donc il peut aller sur des distances très très longues. 150 000 km par an. Il fait, bon, après, j'arrête, je vais dévoiler toutes les informations, sinon. Enfin, c'est quand même plus que notre vieille Clio qui met 20 ans à atteindre de tels kilométrages. Ouais.
Je sais pas pourquoi c'est la Clio, la comparaison avec la Clio qui est venue. Il faut sortir d'autres marques normalement. C'est ça, mais bon, quand même, pas sur téléphone. Bon, j'arrête de t'embêter avec cet Albatros. Il y a 5 autres modules. Est-ce que tu peux en parler sans les présenter de manière exhaustive, mais que les gens aient un petit panorama de ce que c'est ce nanomusée en 2025, parce qu'on a bien compris que ça allait amener à évoluer. Avoir peut-être d'autres modules encore. Donc là, l'idée vraiment du projet, c'était de présenter des sujets de recherche, des disciplines différentes et des laboratoires différents. Donc chaque module porte sur des recherches en cours, mais qui sont menées dans des équipes différentes. Donc là, on a vu le CEBC à Chizé avec l'Albatros. On a un module, donc le dernier qui a été conçu pour le nanomusée, qui s'appelle Fenêtre sur mer, qui porte sur le drone marin Pamélie, qui est une conception, ou en tout cas une co-utilisation par 2 laboratoires de La Rochelle Université, le LIANS et le L3I. Et donc qui porte sur un drone marin qui est équipé de plusieurs instruments qui vont permettre à la fois d'étudier le plancton, mais aussi le niveau marin, la surface sous-marine, qui va pouvoir être en interaction aussi avec les mesures des satellites. Donc on a ce module, Fenêtre sur mer. On a un module qui parle plutôt de la corrosion du béton armé en zone littorale, donc qui s'appelle Béton acharné, qui porte donc sur des études menées par le laboratoire LASI. Un module qui porte sur l'utilisation ou l'étude de molécules présentes dans les algues avec le module alguier, donc qui est aussi sur une recherche menée au laboratoire LIANS. Un module qui porte sur les activités de l'équipe Pélagis. Et enfin, il me semble qu'on arrive au 6e module, le module archéologie du silence, qui porte sur des recherches en sciences de gestion. Qui porte sur la mise en récit, donc là plutôt mise en récit sonore avec l'artiste de ce module, mise en récit pour engager les citoyens dans le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Donc on est vraiment sur une grande diversité de recherches, toujours avec la thématique des enjeux du développement durable et du milieu littoral, mais voilà, un panel de propositions, de découvertes qui est vraiment large et diversifié. Bon, je t'ai un peu embêté sur le premier module avec l'Albatros qu'on voit, là, que j'aime beaucoup, et puis le dernier, moi j'étais un peu, tu m'as fait faire le tour des modules avant qu'on lance cette interview, et c'est vrai que le dernier qui est une espèce je sais pas, de documentaire sonore, je sais pas comment on peut appeler, là, ce module qui s'appelle Archéologie du silence, qui nous projette dans un 2040 désirable, donc dénué d'émissions carbone. C'est un truc incroyable, et la petite anecdote pour donner aux gens peut-être envie d'aller le découvrir, c'est que ça a été tourné quand, à quelle occasion? Donc on est sur une immersion sonore avec 2 paysages qui ont été créés par un artiste rochelais, Emmanuel Fèvre, qui est créateur de paysages sonores. Et donc l'un des paysages sonores qu'on entend, qui est immersif dans l'espace, il a été tourné pendant le premier confinement sur les territoires de La Rochelle, hein, donc avec un territoire avec peu de circulation automobile, très peu d'avions, donc effectivement on est sur une projection, en tout cas pour l'artiste, une projection dans un territoire qui pourrait être neutre en carbone, donc voilà, une projection en 2040 pour le projet LRTZC. C'est marrant parce que ça correspond à un discours qui est souvent le plus célèbre des ingénieurs, Jean-Marc Jancovici, qui explique que si on voulait tenir nos engagements à net carbone en 2050, il faudrait qu'il y ait un nouveau confinement tous les ans. Donc c'est intéressant de voir que c'est pendant cette période-là que l'artiste a pu enregistrer pour se rendre compte de ce que ça fait un environnement sans carbone, quoi, sans moteur en gros. Ce nanomusée, tu le disais, il a vocation à voyager un peu partout, pas à rester dans les murs de La Rochelle. Il a été créé au Common Lab de La Rochelle?
Il a été, alors il est issu de l'interaction entre différents acteurs. Donc il y a effectivement l'équipe de La Rochelle Université, la cellule Sciences et Sociétés. Il a été conçu avant la création de l'espace Common Lab de cette cellule, mais en tout cas on est dans l'interaction, le pilotage en fait du projet qui implique, donc on l'a dit, des artistes qui utilisent à chaque fois des techniques différentes dans chacun des modules, et c'était vraiment une volonté de notre part. L'interaction avec les chercheurs de différents laboratoires de La Rochelle Université, l'interaction avec une agence de design qui nous accompagne sur le projet, qui sont nos partenaires privilégiés depuis le début du projet, donc une agence bordelaise qui s'appelle Félix et Associés. Et donc voilà, nous on est vraiment au cœur de la coordination, du pilotage du projet, mais c'est un projet voilà, qui a été co-conçu dans différents endroits finalement. Et donc oui, c'est un projet, voilà, un musée qui circule de plus en plus. Donc là, on est sur environ 17 lieux d'exposition différents, avec des résidences qui vont aller de 3 semaines à 3 mois et demi, voire 4 mois pour certaines résidences, en fonction voilà, des intérêts, des activités qui vont être proposées autour du nanomusée. Ça peut être une installation sur le territoire de La Rochelle, comme aujourd'hui, ou une installation, comme il y a quelques semaines, à Montendre, dans le centre social Maison Pop. Donc on est vraiment sur des distances voilà, très variées aussi. Et on est déjà sur un grand nombre de visiteurs. On a à peu près 4000 visiteurs grand public, 1400 scolaires qui ont pu découvrir les différents modules du nanomusée. C'est ça le public cible, comme on dit dans la communication, ce sont les jeunes? Alors le public cible, au niveau, à l'origine du projet, c'était vraiment les scolaires, donc les scolaires avec une tranche, une fourchette d'âge de CM1, CM2, 6e, mais aussi le grand public adulte et grand public enfant. Mais on voit que finalement, on peut adapter le discours, on peut adapter nos outils de médiation à un public plus jeune. On voit même des enfants de maternelle. On voit là, ici, au Centre social Vendésil, le module, par exemple, archéologie du silence dont tu parlais tout à l'heure, qui est installé dans la crèche du centre. Donc on voit des parents qui sont avec leurs enfants, même jeunes de jeune âge, qui mettent les casques aussi pour pouvoir entendre les paysages sonores. Donc voilà, on est vraiment sur un public cible. On va dire c'était le cœur de la cible, mais après une déclinaison des outils, de la médiation pour un public beaucoup plus large, et on va de 6 à 99 ans, quoi. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en fait ces petits modules ils se fondent très bien dans le décor, et en plus de ça ils sont très didactiques, interactifs, on peut écouter, il y a des choses magnifiques à regarder, on peut aussi bricoler l'alguier, on peut composer son alguier, donc c'est assez autoportant, j'ai envie de dire. On peut faire la visite tout seul, mais quand même la plupart du temps elle est accompagnée. Et puis aussi, comme la semaine prochaine, vous greffez des animations avec des enseignants-chercheurs. Mm. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois de travailler avec les structures accueillantes en amont sur ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Donc déjà voir s'ils veulent la totalité des modules, donc les 6 modules, s'ils ont l'espace et s'ils ont envie de pouvoir explorer les différentes thématiques, parce que c'est aussi assez lourd en termes d'investissement pour les équipes. Donc l'idée, c'est de leur proposer déjà les modules qu'ils souhaitent installer, et puis après voir avec eux les activités qui peuvent accompagner le nanomusée pour ne pas les laisser seuls avec ces modules. Donc l'idée, c'est à chaque fois de former les équipes accueillantes à la médiation des modules qu'ils ont installés, et puis ensuite de leur proposer des ateliers, des visites guidées, des interventions de chercheurs en fonction des thématiques qu'ils souhaitent développer un petit peu plus avec leur public. Et il y a une autre dimension dont on n'a pas parlé de ce musée, c'est qu'il a vocation à être, alors c'est pas le cas pour le moment je crois, mais à être open source. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est open source? Comme ça les gens comprendront l'utilité de le rendre open source.
Et comme on est dans un centre socio-culturel, on peut entendre des pas, des cris, de la musique, et c'est pas grave, en même temps c'est la vie. Tout à fait, on est vraiment sur une installation vivante et adaptée. Donc la documentation open source, elle est déjà en fait, elle est déjà, comment dire, réalisée. On a vraiment, on a une partie de l'équipe qui travaille sur ce volet du projet qui était déjà un volet qui devait être mis en place dès l'origine du projet. Donc on a la documentation open source de la démarche du projet, des différents angles et de l'évolution du projet. On est vraiment sur un projet qui a évolué avec différentes versions du nanomusée. On a 2 versions du nanomusée. Voilà, des retours d'expérience qui ont permis aussi d'améliorer le dispositif. Donc la documentation du projet qui permet, donc ça, ce qui n'est pas encore fait, mais c'est le nouvel objectif, c'est qui va permettre à d'autres structures, mais aussi à des bricoleurs, des particuliers, de pouvoir réaliser leur propre module de nanomusée. Donc on va avoir l'ensemble du catalogue des pièces 3D donc qui permettent la jonction en fait des plaques et des planches qui constituent les cubes du nanomusée. On va avoir les plans de découpe des façades du nanomusée. Donc on va vraiment avoir un espèce de kit et des tutoriels qui vont permettre de créer ses propres modules de nanomusée et de créer son propre musée dans sa structure, dans son établissement scolaire, dans son centre social par exemple. Qu'on pourra retrouver où? Qu'on pourra retrouver sur le site internet du nanomusée qui est en cours de refonte justement pour pouvoir accueillir en fait toute la documentation qui va être mise en ligne prochainement. Des fois qu'il y a des gens qui entendraient cette vidéo on est à 25 minutes bientôt, ce qui est peu probable, et qui voudraient recevoir le nanomusée, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir le nanomusée? Est-ce que c'est les 6 modules d'un coup? Est-ce qu'on peut choisir ces modules? Est-ce qu'il faut beaucoup d'espace? Est-ce qu'il faut des prises de courant? Est-ce qu'il faut des ingénieurs pour monter l'Albatros? Alors l'installation, le montage, le démontage est effectué par l'équipe du nanomusée, donc par les membres de la cellule Sciences Société. La formation à la médiation est également réalisée par les membres de l'équipe. L'idée c'est de choisir au minimum 3 modules. Donc en fonction de son espace, et là du coup c'est vraiment l'accompagnement en amont qui va permettre de pouvoir voir dans quel espace installer les modules et quel module choisir, aussi effectivement en fonction des prises de courant qui sont disponibles ou non dans les structures accueillantes. Toujours essayer de voir en fonction des thèmes et des sujets de recherche qui peuvent intéresser, ou aussi les techniques artistiques qui peuvent être intéressées, qui pourraient être intéressantes pour les structures accueillantes. Donc l'idée c'est en tout cas d'avoir à minima 3 modules. On peut aller jusqu'à 6 si on a effectivement l'espace nécessaire, de pouvoir les installer au minimum pour 4 semaines pour vraiment pouvoir en profiter, parce qu'on est quand même sur une exposition qui est riche en termes de contenu. Donc voilà, l'installer pour quelques jours c'est quand même très dommage. Et puis après c'est un accompagnement en amont et pendant la résidence du nanomusée qui permet aussi de pouvoir s'adapter et s'approprier au mieux le dispositif en fonction de sa structure. Dernière question sur la conception du nanomusée. On vient de parler pas mal de la forme. Sur le fond, on a compris que c'était faire travailler des artistes et des scientifiques, qui sont 2 catégories de population avec des profils particuliers, hein, qui peuvent être d'ailleurs des 2 catégories, on peut dire, ils sont dans leur monde. Souvent quand on parle d'un scientifique ou d'un artiste, ça peut dû être simple de développer ce nanomusée là. Donc oui, alors on est vraiment à l'interface entre les artistes, les scientifiques, et puis après on a une autre catégorie d'acteurs qui est les designers. Et donc nous on est en coordination de tout ce petit monde qui effectivement n'a pas forcément les mêmes codes en termes de dialogue, d'échange et d'univers. Donc à chaque conception du module du nanomusée, on a une résidence d'artistes. Donc l'artiste va
l'artiste ou les artistes qui vont concevoir le module, l'œuvre en tout cas qui sera portée par le module, vont aller à l'université pendant une durée d'une demi-journée à plusieurs jours et vont découvrir le travail des chercheurs, vont échanger avec eux, vont leur présenter aussi leurs travaux pour que les chercheurs puissent comprendre un peu l'univers aussi et les techniques employées par les artistes. Et les chercheurs vont pouvoir aussi leur présenter leur terrain de recherche, vont pouvoir leur présenter par exemple le drôle Pamélie pour Fenêtre sur mer. Donc voilà, leur présenter vraiment le cœur de leur recherche et en même temps le message principal qu'ils souhaitent faire passer à travers ce module. Et donc là, nous, on est présents aussi sur cette résidence. On va pouvoir prendre des notes, essayer de comprendre aussi ce que chacun retient de l'échange avec l'autre, coordonner ces échanges, faire le suivi de la conception de l'œuvre par les artistes, ensuite ramener le dialogue entre l'artiste, une fois qu'il a finalisé l'œuvre, et les chercheurs. Et puis ensuite, intégrer ces œuvres au cube, donc au module du nanomusée avec le travail des designers. Et donc là, on va être aussi sur un dialogue entre l'artiste ou les artistes et les designers. Et ensuite un retour au niveau des chercheurs pour travailler sur tous les outils de médiation, les outils pédagogiques qui sont là conçus par l'équipe de la cellule Sciences et Sociétés avec la validation des chercheurs. Avant la dernière question traditionnelle des Pandarous, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer ou quelque chose d'important, qui te semble important, qu'on n'a pas dit et que tu aimerais évoquer? On a dit beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, je pose toujours plein de questions. Donc, Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu m'as fait une visite qui a duré 1h30 quand même, des 6 modules avant. Donc je ne sais plus ce que je dis, est-ce que je ne, voilà, si je me répète ou non. Non, moi ce qui me semble vraiment intéressant avec, en tout cas par rapport à mon poste et par rapport à ma mission, c'est vraiment d'échanger avec des acteurs vraiment très très différents et avec une appropriation du dispositif qui n'est pas forcément évident. Quand on voit ces modules, on ne sait pas forcément comment après se les approprier avec son public. Mais on voit que chaque structure va faire des propositions originales que nous n'avions pas forcément, auxquelles nous n'avions pas pensé, ou en tout cas que nous ne leur avons pas présenté. Et on a un catalogue en fait qui s'enrichit d'actions, de productions qui ont été faites par les différentes structures accueillantes, que ce soit des médiathèques, des établissements scolaires ou des centres sociaux. On se retrouve vraiment avec un catalogue très riche sur lesquels après on peut s'appuyer aussi, nous, pour faire de nouvelles propositions. Donc en fait, on s'enrichit vraiment les uns des autres, que ce soit les chercheurs, les artistes, les designers, l'équipe de médiation, mais aussi les structures accueillantes. Ça, c'est une question importante que je ne t'ai pas posée. C'est bien reçu par les publics. Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle manière de faire un peu de la médiation scientifique, culturelle, ce type de format, nanomusée, et d'autres pourront jaillir. Et c'est un peu, ça change quoi, des musées traditionnels. Oui, alors on est vraiment sur des tendances actuellement, sur justement ce dialogue entre art et science, sur la sensibilisation à la science par l'art et sur le fait d'aller vers les territoires. Ce qui est vraiment intéressant avec le nanomusée, c'est aussi la modularité. C'est vraiment le fait de pouvoir s'adapter aussi avec justement ces morceaux de musée aux espaces et que chaque espace ou chaque structure puisse choisir en fait le nanomusée tel que lui souhaite l'exploiter par la suite. Dernière question des Pandarous. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, Valérie, dans la vie, à part développer des nanomusées? Ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir participer à des projets qui peuvent être assez ambitieux, en tout cas qui sont, on pourrait appeler des projets peut-être un petit peu innovants, qui sortent un peu du cadre, et d'y apporter ma touche, et de pouvoir ensuite transmettre, voilà, soit au grand public, soit à des collègues, soit voilà, à des stagiaires. Mais vraiment, la question de la transmission me semble vraiment importante. Donc voilà, participer et puis après laisser aussi la liberté aux autres
de continuer le cheminement d'un projet. Merci. Merci à toi.